Ok, salut à tous. Donc, comme prévu, on a notre live avec le Ravinovic et Monsieur Moshe Fabien Ababou, comme prévu. Donc, on va aborder ce soir la thématique, et une thématique qui est importante, le cataclysme financier qui est en train de se préparer, et aussi la liaison avec la faute du veau d'or. On sort de Yom Kippour, on sait que la fête de Yom Kippour est une commémoration, entre guillemets, de la faute du veau d'or et surtout du pardon du créateur face à son peuple et face au monde entier, à l'univers. Donc, on va introduire ce live, on va introduire ce cours par une présentation de Monsieur Ababou. On va le laisser se présenter pour savoir un peu qui il est, d'où il vient et quel est son cursus. Bien, d'abord bonsoir tout le monde. Je n'aime pas tellement me présenter parce que je pense que c'est présomptueux. J'ai étudié à Paris. J'ai plusieurs doctorats d'économie, notamment un doctorat à l'Institut des sciences politiques de Paris et un doctorat à la Sorbonne. Je suis, entre guillemets, spécialisé en perspective économique, prospection économique. Essayons de savoir, à partir des mathématiques, quelles sont les grandes tendances de demain. Ce n'est pas tout à fait de la futurologie, ce sont des sciences sociales adaptées à l'économie, mais projetées dans le futur. J'ai été professeur des grandes écoles à Paris, j'ai été professeur d'université, j'ai été ici en Israël, je suis en Israël depuis pas mal de temps, j'ai été en Israël professeur au Maron Lev, j'ai été aussi professeur en terminale assez longtemps au lycée français de Jérusalem, j'ai écrit pas mal d'ouvrages, je donne des conférences. Vous étiez aussi conseiller des ministres en France. Oui. Bon, j'ai été aussi introduit au temps il y a une quarantaine d'années déjà, j'étais très jeune, auprès d'un certain nombre de ministres en France. Et j'ai décidé avec ma femme de faire mon aliyah et en Israël. Bon, là, j'étudie beaucoup la Torah, notamment la Torah de la délivrance. Ça fait des années déjà. J'ai étudié dans le grand yeshivot, notamment chez le yeshiva du Rav Kook. J'ai étudié avec de gros personnages, de très très grands Rav, comme le Rav Shriki, comme le Rav Manitou. J'ai eu la chance d'être un élève de Manitou pendant une quinzaine d'années. Donc, et cela depuis déjà une bonne dizaine d'années, pour ne pas dire plus. J'associe l'économie tel que je l'ai reçu aux universités françaises, avec la Torah, et notamment la Torah de la délivrance, notamment le maître. Voilà, en gros. Alors, j'ai écrit plusieurs livres, dont je vous apportais celui qui est assez peu connu, parce que, tout simplement, je n'avais pas fait la promotion, mais je ne veux pas faire de promotion. Ceux qui sont intéressés peuvent l'acheter. Voilà, le processus de mondialisation et l'être universel. C'est un livre donc, qui est assez fondé sur l'économie, sur la mondialisation économique actuelle, avec les repères de Torah, en Torah. Voilà, en gros. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent rentrer dans souris.com, c'est marqué là. Et souris.com, Eliaou, c'est en minuscule et non pas en majuscule. Attention, ils sont ça. Aucun problème. ury.com en minuscule. Voilà. Ok. Alors, après cette petite présentation, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais que, pour tous ceux qui sont en live avec nous, vous posiez vos questions dans le chat directement et on y répondra à la fin. On prendra 20-30 minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions, pour qu'il y ait une interaction entre nous. Le but, c'est pas que nous parlions, que vous puissiez poser vos questions et qu'il puisse y avoir une interaction directement avec Monsieur Ababou et le Ravinovic. Donc, première question que j'aimerais, entre guillemets, amener, c'est de manière simple, sur quoi repose la monnaie? Est-ce qu'on pourrait avoir un historique un petit peu de l'économie, nous faire une petite synthèse, même si je sais que ça pourrait prendre des heures, mais une petite synthèse sur quoi repose au final la monnaie? Alors, écoutez, c'est pas difficile. La monnaie repose sur ce qu'on appelle en économie des contreparties. C'est-à-dire que si je crée, par exemple, ce livre, vous voyez, en production, ce qu'on appelle en valeur ajoutée, je suis capable, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Fédérale Reserve Bank en Amérique, sera capable de créer l'équivalent monétaire. Que ce soit clair. C'est une règle monétaire de base. C'est-à-dire que la monnaie, on ne la crée pas comme ça.
On la crée en fonction des richesses créées, notamment de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est l'ensemble des valeurs qui sont ajoutées à chaque stade de production d'un produit ou d'un service. Vous comprenez? Alors, cette valeur ajoutée, cette somme de valeur ajoutée forme ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Et c'est en fonction du produit intérieur brut que vont la créer la monnaie. Il faut qu'il y ait un équilibre aussi net que possible dans une économie saine entre la monnaie et la contrepartie. Je voudrais quand même ouvrir en introduction par rapport à cette question un point très très important. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec les mêmes lois. Ce qu'on trouve dans la biologie, on le trouve dans l'économie, que ce soit clair. L'économie est fondée comme le corps humain, d'accord, avec des fonctions principales, des fonctions secondaires, avec un objectif d'équilibre, d'harmonie, et surtout un objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque être économique, chaque acteur de la vie économique, qu'elle soit individuelle ou collective, doit répondre à deux éléments fondamentaux. Un, quelle est sa fonction? Deux, si je suis vendeur, si je suis acheteur, si je suis producteur, etc. Deux, et surtout, est-ce que je m'insère dans un projet économique? Ça peut être la croissance, ça peut être la lutte contre le chômage, etc., etc. Et la monnaie, n'est-ce pas, répond tout simplement à cet équilibre. L'équilibre économique est fondé sur plusieurs lois, de très nombreuses lois. Donc, j'en prends un par exemple, la loi de l'offre et de la demande. Il y a, dans la loi de l'offre et de la demande, il y a une offre, une demande, une offre qui est, par exemple, une offre, on offre ce livre, ou on offre de la monnaie, des offreurs de monnaie. Les banques sont des offreurs de monnaie, par exemple, et on demande ce livre ou on demande de la monnaie. Si la demande est supérieure à l'offre, le prix monte. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. C'est-à-dire, tout simplement, il y a des règles très simples, mais extrêmement fondamentales, très strictes. Le prix, ce n'est que la contrepartie d'un équilibre entre l'offre et la demande. D'accord? Il y a des lois de marché, notamment la concurrence pure et parfaite. Les libéraux parlent de concurrence pure et parfaite. On parle de concurrence pure et parfaite lorsqu'il y a, si vous voulez, 5 conditions principales. Bon, c'est très compliqué, je vais en quelques secondes, bien entendu, Eliaou. Première condition, l'existence de la loi de l'offre et de la demande. Deuxième condition, vous avez la fluidité du marché. Troisième condition, vous avez la transparence des marchés. Bon, j'en passe parce que il en reste deux, j'ai pas tellement de temps. Si je prends par exemple la loi de l'offre et la demande, il faut que véritablement chaque demande soit une demande clairement établie, clairement définie, avec des objectifs de demande et avec des moyens de la demande. Ça veut dire un revenu. Ne mélange pas le revenu et le salaire, c'est deux choses complètement différentes. Et la demande doit avoir un pouvoir d'achat. Et l'offre, c'est exactement la même chose. L'offre a des investissements, il a des règles, notamment de productivité de base, moyenne, productivité marginale, c'est un peu technique. Et à partir de ce moment-là, les interactions entre l'offre et la demande peuvent se faire. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? C'est pas une lutte. C'est en fin de compte, un équilibre perpétuel face à des distorsions. Parce que la vie économique, c'est la vie. D'accord? Comme vous avez des distorsions à l'intérieur, vous avez des microbes dans le corps humain, et dans la vie économique, c'est la même chose. Vous avez toutes sortes de microbes, entre guillemets, qui perturbent les équilibres. Donc, la concurrence est là pour rétablir quelque part les équilibres. Vous avez des personnages, des entreprises, quelque part, entre parenthèses, monstrueuses, qui veulent dominer tout le marché. Le processus de monopolisation qu'on a vu au 19e siècle et qu'on a vu pendant tout le 20e siècle, qui fait que, véritablement, quelques-uns dominent tout. Par exemple, je ne sais pas, la SNCF est devenue, en France, l'entreprise qui dominait tous les chemins de fer de A à Z, y compris toutes les PME qui travaillaient avec. C'est-à-dire, véritablement, c'est une concentration d'abord verticale, qui devient horizontale, et qui devient, c'est un peu technique, mais conglomérale. Ça devient déjà assez déséquilibrant. C'est-à-dire que les économistes, les libéraux du 19e siècle, et certains libéraux du XXe siècle, comme par exemple John Maynard Keynes, parlent toujours de la loi de l'offre et de la demande en fonction de l'harmonie. Et malheureusement, la monnaie repose dans une économie sainte et non pas une économie monstrueuse où le foie se prend pour le cerveau, vous comprenez, et le cerveau se prend pour le rein, mais chacun a sa place. Et c'est un puzzle.
Et les acteurs économiques sont des acteurs, vraiment des acteurs économiques et sociaux. Et ils vont recevoir des informations, ils vont les transformer, et tout cela forme ce qu'on appelle la contrepartie monétaire. Maintenant, en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle les changes. Ça veut dire, par exemple, le dollar, les stocks de dollars dans la Banque d'Israël, les stocks d'or dans la Banque d'Israël. Ça aussi, ça fait partie des contreparties monétaires. La monnaie repose sur, la confiance dans les marchés, la confiance. 2, sur la capacité d'échange. Une monnaie s'échange, une monnaie est une monnaie de transaction, ce n'est pas seulement une monnaie, surtout pas une monnaie de thésaurisation. Ceux qui connaissent un peu l'économie me comprennent. Troisième chose très importante, la monnaie est devenue, avec le temps, un facteur de spéculation. Ça dérègle déjà l'économie. C'est-à-dire que le dérèglement de l'économie par la monnaie et le règlement de la monnaie dans l'économie vient non pas d'aujourd'hui, mais déjà d'il y a au moins 150 ans. Et c'est un processus qu'on a vu, que moi j'ai étudié et que j'ai vu depuis de très nombreuses années, qui aujourd'hui atteint un stade maximal, optimal, terminal. Aujourd'hui, la monnaie ne joue plus du tout son rôle tel que j'avais appris avec les économistes de mon temps. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la monnaie repose aussi sur le stock d'or d'un pays? Alors, la monnaie, oui, chez les classiques anglais, absolument. La monnaie repose sur un stock d'or d'un pays, mais là, je vais un peu m'expliquer. Au 19e siècle, le mouvement monétaire était fondé sur l'or, ce qu'on appelait le Gold Exchange Standard en anglais, les talons de change or. C'est-à-dire que si on avait, par exemple, de la monnaie fiduciaire, on avait des billets à la fin du 19e siècle, parce qu'au début du 19e siècle, il n'y avait pas de billets, il n'y avait que des pièces. Il y avait ce qu'on appelle le bimétallisme or-argent à ce moment-là. Mais au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1890, à peu près 1903, vous voyez, ces années-là, les chèques sont intervenus et la monnaie fiduciaire a été créée, notamment en Angleterre, après en France. C'est-à-dire qu'à partir des années 1860, Napoléon III, vous voyez, la monnaie fiduciaire est arrivée. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie papier. D'accord ? C'était déjà très risqué. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait créer de la monnaie. On pouvait imprimer du papier. Et donc déjà, à partir de ce moment-là, l'or qui était en stock à la Banque d'Angleterre, à la Banque de France à l'époque, eh bien, était tout simplement la contrepartie réelle. Or, à partir de 1913, la Federal Reserve Bank, la Federal Reserve Bank américaine a été créée en janvier 1913. D'accord ? A commencé d'une manière tout à fait rusée. Et c'est un fait historique établi, d'accord, à acheter l'or de l'ensemble des pays du monde, notamment de l'Angleterre à l'époque et de la France. Dans les années 30, la France était un pays qui était extrêmement riche en or. Aujourd'hui, surtout depuis le président, avant le président Hollande, c'était le président… Chirac. Non. Bon, ça va me revenir. Le président Sarkozy, merci beaucoup. Depuis le président Sarkozy, a vendu d'une manière tout à fait irrespectueuse, j'allais dire pour le peuple français, une bonne partie des réserves d'or à l'Amérique. Vendues, c'est-à-dire quoi ? Déposées dans les stocks d'échange américains et évidemment d'une manière tout à fait, si vous voulez, cachée, rusée, etc. Et à partir de ce moment-là, recevoir la capacité de créer de la monnaie, notamment à l'époque c'était des euros, par rapport à la Banque européenne, la Banque monétaire européenne, et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus déjà de connexion entre l'or et la monnaie. Les Américains ont déconnecté l'or officiellement, non pas en 1945 avec l'accord de Bretton Woods, mais en 1971. Avec le président Richard Nixon, en 4 août. Oui. Justement, c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la Fed, en fait ? Qu'est-ce que ça représente, cette fédération ? La Fed, d'abord, c'est pas du tout comme la Banque de France ou la Banque d'Israël. La Fed, c'est l'union des banques privées. D'accord ? Aux États-Unis, n'importe qui peut créer une banque. Donc, vous pouvez vous-même, avec votre femme, vos enfants, etc., créer une banque. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il faut qu'elle résiste. Et il y a des milliers de banques aux États-Unis.
Mais la Fed, ce sont les plus grandes banques privées américaines qui ont le pouvoir de création monétaire. Et c'est elles qui, indépendamment du président des États-Unis, c'est elles qui développent ce qu'on appelle la politique monétaire des États-Unis et donc du monde. Il faut comprendre une chose, Eliaou, le dollar est considéré par les Américains comme une arme, pas seulement une monnaie, comme une arme d'intégration et d'influence. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, depuis ce moment-là, depuis 1971, n'est-ce pas, le dollar a été déconnecté de l'or. C'est-à-dire que, bon, je vais être un peu technique pour vous expliquer, mais je pense que c'est compréhensible par tout le monde. Les marges de fluctuation qui étaient très faibles, 0,5% à Bretton Woods, sont passées à 1,5% dans les années 70 et à 2,5% après la déconnexion du dollar de l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les monnaies maintenant peuvent être changées les unes par rapport aux autres, sans passer par l'or, mais d'une manière tout à fait libre et tout à fait légale. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de fluctuation. Les monnaies fonctionnent en fonction, soi-disant, des marchés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous pouvez créer autant de dollars que vous voulez, sans contrepartie, je répète, sans contrepartie, et jouer sur la confiance ou sur tout simplement la violence économique, la violence politique, la violence même militaire, de manière à faire respecter le dollar comme ce qu'on appelle un étalon monétaire international. C'est ce qu'on appelle une monnaie de réserve internationale, c'est ce qu'on appelle une monnaie, un étalon monétaire international. Le dollar est la seule monnaie, même aujourd'hui, qui, grosso modo, régit à peu près 60% des échanges mondiaux. C'était 70%, maintenant, avec la Chine, etc. Disons 60% des échanges mondiaux. On ne peut pas s'en sortir sans le dollar aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré tout ce que fait M. Poutine, etc. On n'arrivera pas à s'en sortir comme ça. Parce que tout simplement, l'organisation économique et monétaire est dominée particulièrement par les États-Unis d'Amérique. L'Europe, ce n'est qu'un système féodalisé aux Américains. Par exemple, si je prends l'écu, avant l'euro, c'était l'écu. D'accord? European Currency Unit. Ce n'était pas une monnaie. C'était une monnaie interbanque centrale. Avant de créer l'euro, ils ont créé l'écu. En 1979, lorsqu'ils ont créé le SME, le système monétaire international. Le système monétaire européen. Le SME a été créé en 1979. Et avant, en 1971, pour être un peu plus précis, en 1972, ils ont créé le serpent, regardez par rapport à la Torah, le serpent monétaire européen. D'accord? Et chaque monnaie, autour de Valéry Giscard d'Estaing, président de la France, chaque monnaie avait une marge de fluctuation extrêmement stricte. Alors déjà, le dollar avait une marge de fluctuation beaucoup plus large dans le monde. Mais eux, ils se sont protégés, les Européens de l'époque, pour pouvoir avoir une capacité tout simplement de financement et d'investissement beaucoup plus réelle et beaucoup plus européenne. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que tout simplement, l'euro est à marque déguisée. Alors, je ne veux pas rentrer dans les techniques parce que les gens qui ne connaissent pas l'économie ne vont rien comprendre. Il faut savoir que, juste un mot, les conditions de convergence et de divergence d'une monnaie par rapport à l'autre ont été calculées et relayées par rapport aux marques allemandes. Et le président Mitterrand, qui ne voulait pas faire ça, a été obligé, parce qu'il avait besoin du financement budgétaire allemand pour pouvoir tout simplement relancer à l'époque l'économie française, en 1982. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, l'euro n'a rien de français, n'a rien d'italien, c'est un marque allemande déguisée. Alors, et tout cela, il y a où sans contrepartie monétaire ou presque pas. Vous savez que la banque européenne, la banque centrale européenne aujourd'hui, elle crée des milliards d'euros tous les semaines, tous les mois. Dès qu'on a besoin de créer pour les retraites, et bien on crée des dollars. On crée des euros. C'est la même chose qu'en Amérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie absolument monstrueuse. Absolument monstrueuse. Tout ce que j'ai appris en économie par rapport à la monnaie, aujourd'hui, je ne le retrouve pas du tout, ou très peu. Alors, j'aimerais poser cette question à Ravdinovitch. Pour vous, Arav, sur quoi repose la monnaie? Je ne parle pas sur la partie technique, je parlerai sur la partie un peu plus, entre guillemets, spirituelle et thoraïque. C'est-à-dire, quel est le sens de la question? Alors, tout ce qui a été créé dans ce monde a été créé par le Créateur.
si on lit un peu les écrits de Moussard, comme j'ai oublié le nom, il m'a sorti de la tête, pas au Rot à l'Evavot, ça finit par l'Evavot dedans. Il y a tout un écrit de Moussard qui explique entre guillemets que les ressources de l'être humain ont été dispatchées entre guillemets par le Créateur, c'est-à-dire l'oxygène est accessible tout de suite, on peut tout de suite avoir accès à l'oxygène parce que c'est primordial pour l'être humain. Ensuite, l'eau, qui est un peu moins primordiale que l'oxygène, on doit se déplacer un peu plus pour trouver des puits, c'est-à-dire qu'on peut tenir 3, 4, 5, voire une semaine, voire même 2 semaines sans boire, et on va pouvoir aller chercher un puits. On sait que les denrées alimentaires, on peut aller les chercher un peu beaucoup plus loin, aller chasser, et après on a les métaux, comme l'or, l'argent, le diamant, qui sont beaucoup plus enfouis dans la terre parce que c'est pas quelque chose de vital à l'être humain. Donc on voit que il y a eu une répartition entre guillemets du créateur au niveau des richesses, au niveau des denrées. Quelle est votre vision, vous, Arav, justement sur quoi repose la monnaie vis-à-vis de la Torah, sous un angle spirituel, pas sous un angle. Je ne parlerai pas de la monnaie d'aujourd'hui, car comme l'a expliqué notre cher ami, aujourd'hui tout est trafiqué. Ça veut dire qu'il y a encore quelques décennies ou un peu plus, on crée des billets en fonction des richesses, or ou autres, qu'on avait dans le pays. Aujourd'hui, tous les billets sont faux, parce qu'ils ne reposent sur rien. Mais selon, on pourrait dire, le plan de la Torah, je comprends que la monnaie nous oblige à rentrer dans l'action. En vérité, toute la création, et essentiellement la création de l'homme, c'est pour faire de nous des hommes d'action. C'est-à-dire que ouvrir une affaire, acheter et vendre des choses, être dans le monde. Et donc, la monnaie, d'une certaine manière, est, si je pourrais dire, est d'une certaine manière l'ustensile qui amène l'homme à l'action. Il y a évidemment des gens qui sont très pauvres que tu dois aider, mais d'une certaine manière, chacun d'entre nous a le devoir d'agir dans ce monde de manière à justement être capable de pouvoir avoir de l'argent et de vendre ce qu'il a à vendre ou de recevoir ce qu'il a à recevoir. Et on le sait très très bien dans le monde religieux, y compris chez nous. Je parle du monde religieux, ceux qui ne font que étudier toute la journée, etc. Bon, aujourd'hui, les choses sont tombées en Israël. Les gouvernements ont tout fait pour ne plus donner de l'argent, pratiquement plus d'argent dans les yeshivot ou dans les kollels, etc. Mais pendant, on va dire, jusqu'au dernier gouvernement, avant, je veux dire, quelqu'un qui étudiait toute la journée à la yeshiva recevait de l'argent de l'État. Bon, c'était pas des sommes énormes, mais il recevait de l'argent de l'État. Ça veut dire que c'est l'absolu contraire de ce qu'est un homme authentique. Un homme authentique doit, on dirait, consacrer une partie de sa vie, bien sûr à l'étude, etc., mais aussi à l'action dans ce monde, de manière à justement pouvoir gagner de l'argent et avoir sa propre indépendance. On avait le cas des Lévi, Marav, c'est-à-dire on a la tribu de Lévi qui est entre guillemets suspendue entre guillemets de tous travaux terrestres pour s'occuper entre guillemets du Beth Amikdash, du service divin. On a Alors, cette tribu. Je répondrais que tout ça est lié à la faute du veau d'or. S'il y avait la faute du veau d'or, on pourrait dire, est devenue la source de la religion. C'est quoi la religion? Je me consacre à Dieu et vous me donnez de l'argent pour que je puisse nourrir ma famille. Ça veut dire que c'est la catastrophe. Un kollel, une yeshiva, etc. Bien sûr, énormément de rabbanim sont très fiers d'avoir un kollel ou avoir une yeshiva. C'est la pire des choses qui puissent exister. Alors, parce que ça tue l'homme. Ça l'empêche de rentrer dans l'action. Ça l'empêche d'agir dans ce monde de manière à pouvoir justement recevoir
de l'argent qui le rendra indépendant. Alors justement, Raph, quand vous dites que c'est lié à la faute du veau d'or, on sait qu'avant la faute du veau d'or, ceux qui devaient servir au temple, c'était les premiers-nés. Donc il y a eu un bouleversement, entre guillemets, où il y a eu une seule tribu qui a été désignée, et à la base, les premiers-nés, entre guillemets, devaient servir Hachem. Mais alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Tu remarques que dans la faute du veau d'or, ils ont été trouvés à Aaron. Pourquoi ils ont été trouvés à Aaron? Parce que Aaron représentait d'une certaine manière la dimension spirituelle. Il n'était pas encore un homme qui recevait de l'argent des autres. Mais ils ont été le trouver pour créer la religion. Que ce soit la religion juive, la religion chrétienne ou autre. C'est quoi la religion? C'est je me consacre à Dieu et vous m'aidez parce que je suis le représentant de Dieu. C'est le pire mensonge qui existe sur Terre. Alors, justement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, et je reprends ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire que Hachem, le créateur, le roi des rois, la source de toutes les sources, en fait, crée une ingérence quand même dans le système financier, dans le système économique, mais il est en association avec l'humain qui peut complètement le bouleverser et le corrompre, si j'ai bien compris ce que vous avez dit au départ. Alors, justement, l'argent est le phénomène du bien et du mal. D'ailleurs, beaucoup de commentaires disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait allusion à l'argent. Parce qu'effectivement, quand tu tombes dans l'argent, 99,9% des gens tombent dans la faute, bien évidemment. On peut compter sur les deux doigts de la main ceux qui ont de l'argent et qui restent des hommes justes et des hommes bien, des hommes droits. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il en existe encore. Mais c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Disent nos maîtres, c'est la finance qui nous fait tomber justement dans toutes les cochonneries de ce monde. Alors, si j'ai bien compris, c'est comme si on avait un canal de bénédiction qui tombait, mais en fonction du peuple, en fonction de l'humanité, il peut être complètement dévié, complètement corrompu, et c'est ce que Monsieur Ababou expliquait entre guillemets. C'est devenu complètement pervers au final. L'utilisation de cette abondance a été détournée, quoi. Allez-y. Je me permets juste quelques secondes de faire un point très important. Il ne faut surtout pas mélanger, pour les économistes, la monnaie du financier. La monnaie est créée par la banque. Quand vous allez, je vais faire un petit cours, si vous voulez, pour débutants. Quand vous allez demander un prêt à une banque pour acheter une voiture, de deux choses d'une, ou bien la banque, elle finance par le capital qu'elle a, par les déposants, les autres déposants, soit elle crée de la monnaie. La banque a la capacité de créer la monnaie. Par rapport, en différence avec les caisses d'épargne ou toutes les autres caisses de gestion. Une banque a un pouvoir fondamental. Elle finance l'économie par la création monétaire. Maintenant, évidemment, pour calmer le jeu, pour empêcher les pressions et l'implosion du système, normalement, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque américaine, la Banque allemande, etc., eh bien, est là pour, par sa politique monétaire, tout simplement contrôler la masse monétaire. Qu'est-ce que c'est que la masse monétaire? C'est tout simplement l'ensemble des avoirs monétaires en monnaie qui existent à un moment donné dans une économie. Et cette masse monétaire, elle vit, elle gonfle, elle se dégonfle à chaque seconde. Alors, lorsque la masse monétaire est trop grande, trop forte par rapport à ses contreparties, que ce soit l'or, l'argent, les devises ou les PIB, notamment les crédits à l'économie, à partir de ce moment-là, il y a une tension inflationniste. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est un déséquilibre de flux entre la monnaie et ses contreparties. Lorsqu'on crée de la monnaie, non seulement on le dévalue, mais surtout, si on en crée en dehors de tout contrôle, au moyen de tout contrôle, à partir de ce moment-là, non seulement elle se dévalue, mais elle fait augmenter les prix. Pourquoi? Parce que par sa dévaluation, les prix augmentent. Donc, ça devient un phénomène vraiment cancéreux. À partir du moment où l'inflation dépasse, bon, il y a une inflation rampante et une inflation galopante.
À partir du moment, je vais très vite, hein, c'est vraiment en quelques secondes, l'inflation rampante, elle existe de notre époque depuis au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Dire qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, il n'y a pas d'inflation, c'est faux. C'est de la désinformation, c'est pas vrai. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, avant le Covid, si vous voulez, il y a toujours une inflation, mais c'était une inflation sectorielle. C'est-à-dire qu'il y avait des secteurs inflationnistes, comme l'immobilier, comme l'armement, comme les énergies, etc. Et progressivement, avec la création monétaire qui n'a plus aucun contrôle, aucune limite, alors évidemment, la monnaie qui existe n'a pratiquement plus de valeur. Si vous me dites, M. Ababou, demain, le dollar coûtera 0, je vous dis pourquoi pas. Je ne serais pas surpris. Ce qui était absolument impensable il y a 40 ou 50 ans, au temps des taux des marges de fluctuation fixes. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge, il n'y a plus de contrôle sur les monnaies. On a besoin de financer les retraites, on les finance par la création monétaire. Ou bien, deuxième chose très importante, le côté financier n'a normalement rien à voir avec le côté monétaire. Là, c'est au niveau de la théorie économique. Qu'est-ce que c'est que le financier? Le financier, ce sont les portefeuilles d'actions, d'obligations qui sont créés dans un marché financier qu'on appelle la bourse, d'accord? Et les premières bourses datent à peu près du milieu du 19e siècle, un peu avant en Angleterre. Mais enfin, si je prends l'exemple de la France, la bourse de Paris a été créée aux environs de 1848 à peu près, à ce moment-là. Et donc, la bourse joue un rôle capital lorsqu'elle est en bonne santé. C'est de financer par l'achat d'actions et d'obligations les investissements dans les entreprises. C'est-à-dire que si cette idée géniale de la bourse, et notamment les frères Pereire, qui étaient entre parenthèses deux juifs, qui étaient conseillers de Napoléon III, de l'empereur français Napoléon III, ont eu cette idée géniale d'utiliser l'épargne des ménages qui commençait à augmenter à cette époque-là grâce à la première révolution industrielle, de l'utiliser pour financer notamment les chemins de fer. C'est comme ça que la gare de Lyon, la gare de l'Est, la gare toutes les gares de France, les grandes gares de France, Saint-Lazare, etc., à Paris, ont été financées par les frères Pereire à travers la bourse. Donc, à partir de ce moment-là, l'industrialisation de la France, et aussi, évidemment, de l'Allemagne, et aussi, bien entendu, de l'Italie, etc., c'est fait à partir du financier, non pas du monétaire. Le monétaire était d'abord seulement un moyen de transaction au début. J'ai besoin d'acheter un pain, je donne une pièce d'un sou. C'était ça le monétaire. À partir des années 1980, 1983, et notamment en France à partir de 1973, par le président Pompidou, d'une manière absolument, j'allais dire, odieuse. Moi, déjà à l'époque, et les professeurs aussi qui étaient autour de moi, ça les avait énormément irrités. Il a autorisé la Banque de France à investir et utiliser les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il a créé des courroies de transmission entre le marché financier et le marché monétaire, de manière à ce que les banques puissent devenir des agents de change, et réciproquement. À partir de ce moment-là, les choses ont été brouillées. Et ça a entraîné des crises inimaginables. Bon, ce n'est pas la seule cause, bien entendu. Je vais très vite, en quelques secondes. S'il y a des experts en économie, ils vont me dire, Fabien, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas trop vite. Non, on est en quelques secondes, n'est-ce pas? Dans un esprit de synthèse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 1983, une première crise financière, cette fois-ci, grave, à la bourse de Londres, à la bourse de Paris et même à la bourse de Tokyo, puis la grande chute, la grande implosion en 2008, n'est-ce pas, avec le problème des titrisations, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, c'est la plus grande catastrophe des 30 dernières années au niveau économique et financier. Pour l'instant, à cette époque-là, ça a touché la finance, ça n'a pas touché l'économique, parce que le président Sarkozy et les présidents américains, etc., ont tout fait par de la création monétaire, voyez, complètement en dehors des contreparties. Ils ont tout fait pour refinancer les banques, de manière à qu'elles puissent refinancer l'économie. Mais il n'empêche que les causes de ce qui s'est passé en 2008 sont toujours sous-jacentes aujourd'hui et sont toujours présentes, je dirais même plus gravement qu'en 2008. Alors, la prochaine question que j'aimerais vous poser, c'est
Qui tient l'économie mondiale aujourd'hui? D'abord, il faut définir ce que c'est que l'économie mondiale. C'est déjà très très compliqué. Bien, qui tient l'économie mondiale? En un mot, les grandes firmes multinationales. 200 firmes multinationales produisent à peu près, on peut me dire, on peut me critiquer, mais je dis ça comme ça de mémoire, à peu près 70% de ce qui est produit dans le monde entier. Voilà, pour vous donner une idée. Et parmi les 200 firmes multinationales, vous avez à peu près 40 à 50% de firmes américaines. Il n'y a pas que des firmes américaines, il y a beaucoup de firmes aujourd'hui chinoises, des firmes japonaises, des firmes européennes, de moins en moins d'ailleurs de firmes européennes, parce qu'elles ont été achetées ou inféodées aux entreprises américaines. Mais vous avez aujourd'hui, et si vous avez au-dessus de cela, vous allez avoir des lobbies, c'est-à-dire des conurbations de force qui, dans certains secteurs, comme par exemple la pharmacie ou la recherche en biomédicaux, ou la recherche en armement, tout cela, vous allez avoir des forces absolument incommensurables. Il y a aujourd'hui des puissances. Bon, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, pas aujourd'hui, il y a quelques années, le budget général de General Motors, qui est une entreprise américaine, était supérieur au budget général de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le président de General Motors, il avait au niveau économique autant de pouvoir que le président français. Alors on ne parle pas évidemment du président Obama ou quand on met au rapport le président Mitterrand avec le président X ou Y, Reagan de l'époque, ben, il est évident que c'est pas du tout le même niveau. C'est pas du tout le même niveau. Comprenez? Le Texas, c'est 8 fois la création du blé de la France. Donc il faut remettre toutes les choses en proportion. Et donc la puissance américaine, à travers les firmes multinationales, ce que j'appelle moi aujourd'hui les firmes mondialistes, et là je peux vous expliquer assez longtemps parce que j'ai étudié, j'ai enseigné ça pendant des années. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation des firmes? Une firme, aujourd'hui on parle de firmes mondialistes, c'est-à-dire des firmes dont la tête se veut être dans un pays d'accueil, dans un pays d'origine, et les filiales dans des pays d'accueil. Mais ces filiales dans les pays d'accueil, vous voyez, elles tournent, elles vont très vite d'un pays à pays, de région à région, et il y a une forme de mondialisation qui se fait d'une manière absolument éhontée, parce que là, on n'est plus du tout dans l'économie réelle. On est dans l'économie tout simplement capitaliste, de connivence, comme on dit. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une réalité qui n'a plus rien à voir avec la réalité dont on a appris dans les universités. Alors, justement, j'aimerais savoir aussi, et ça c'est une question que j'ai pour vous deux. Est-ce que j'ai répondu Ouais, de manière générale, on a compris que c'est un peu les multinationales qui maintiennent l'économie. Maintenant, j'aimerais savoir quel rôle jouent les Juifs dans l'économie mondiale. Parce qu'on a souvent entendu parler, entre guillemets, de la mainmise, entre guillemets, de la juiverie internationale sur la finance, sur l'économie, sur l'argent. Il y a toujours ce lien étroit qui est fait entre les Juifs et l'argent, le Juif et l'économie, le Juif et les finances, Rothschild, toutes ces choses-là. Quel est le lien, selon votre vision à vous, Monsieur Ababou, puis après Monsieur Ravdinovitch? Quelles sont vos visions par rapport à ça? Avec ta permission, je voudrais juste dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, la grande majorité des nations ne connaissent pas l'histoire qui a amené le juif dans la finance. Il faut savoir qu'il y a des siècles, dans tous les pays, on interdisait aux juifs de pratiquer un métier normal. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, être cultivateur ou être menuisier ou être peu importe, etc. On a obligé les juifs à rentrer dans la finance. Ils n'avaient aucune autre possibilité de vivre que de rentrer dans la finance, et tout ça dans le but de les casser, dans le but d'en faire des sales juifs. Évidemment, beaucoup de juifs sont tombés, parce que quand tu as de l'argent, évidemment, ça te monte à la tête. Et c'était exactement ce que voulaient les nations, de faire détester les juifs en cachant qu'on leur avait interdit de pratiquer tous les métiers que tous les hommes pratiquaient dans le monde. On les a mis dans la finance dans le but de les détruire. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui,
il y a beaucoup de juifs qui sont dans la finance, comme le directeur de Facebook, etc. Bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres, comment s'appelle-t-il, celui qui est à l'OMS, là, ce milliardaire, là. Non, bon, Soros, mais il y en a un autre, un non-juif. Mais Arabe, juste une chose par rapport à ça. Là, vous expliquez qu'en gros, pendant l'exil du peuple hébreu, la seule chose qu'on leur laissait la capacité de faire, c'était, entre guillemets, de gérer, entre guillemets, l'économie des royaumes ou l'économie des... Pour en faire de sales juifs. Voilà, mais je remonte aussi au veau d'or, c'est-à-dire que le veau d'or aussi, c'est un choix du peuple, entre guillemets. Mais le veau d'or a été provoqué par le Erev Rav, qui n'était pas juif. Voilà. Le Erev Rav qui a introduit Israël jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, comme le Zohar le dit, la grande majorité de ceux qui se font passer pour des juifs sont en vérité du Erev Rav. Le Zohar le dit explicitement, surtout juste avant la délivrance. Et donc, on est le peuple le plus introduit par des forces obscures, des forces sataniques qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont pas juifs. Tout ça dans le but de salir Israël, de le détruire de l'intérieur et de renforcer l'antisémitisme. Alors, on est d'accord. Et les nations ne savent pas que ce que je vais appeler moi ces sales juifs ne sont pas juifs. D'accord, mais Arabe, quand on vous entend parler, on a l'impression que le peuple hébreu ne peut pas fauter. Alors, ok, les Hébreux ont été influencés par le Erev Rav. J'ai jamais dit qu'un homme ne faute pas. Tous les hommes fautent. La preuve, Moshe a fauté, David a fauté, etc. Mais toutes les introductions qui, depuis des siècles, sont à l'intérieur de notre peuple, ont pour but de créer l'antisémitisme, parce que ces gens-là se font passer pour des juifs et ils ne sont pas juifs, dans le but de salir Israël et de détruire Israël. Oui, on est d'accord, mais on voit quand même, je vous laisse la parole après, monsieur Ababou, on voit quand même que le Ham Israël a suivi, même si il a été influencé, d'accord, mais il a quand même choisi à ce moment-là, et il n'y a pas qu'à ce moment-là, il y a eu plein de fois, entre guillemets, dans l'histoire d'Israël, où le peuple a choisi, entre guillemets, l'économie, la finance, l'ego, entre guillemets, la puissance économique, plutôt que la puissance divine. Donc, on sait que le Erev Rav a influencé. Mais il y a aussi une responsabilité du Ham Israël qui remonte bien avant déjà l'histoire du Moyen-Âge et l'exil. Et il y a où nous sommes des hommes comme les autres. Bien sûr. Et on va dire que la grande majorité des hommes dans ce monde tombent, peut-être se relèvent, mais tombent. L'argent, les femmes, le ci, le ça, l'idolâtrie, le plaisir, etc. C'est très dur de résister à ça. C'est très, très dur. Et nous ne sommes pas différents des autres peuples. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. On sort de Kippour, on sait que la fête de Kippour, entre guillemets, c'est l'expiation de la faute du veau d'or, fait par le Erev Rav, mais aussi le Ham Israël, parce que sinon le Ham Israël aurait été mis de côté, il n'aurait pas fauté, il n'y aurait que le Erev Rav qui aurait reçu, entre guillemets, la klala qui a reçu. C'est le peuple entier qui a reçu cette klala. Il y a une réparation à faire. Et justement, j'aimerais avoir votre avis, monsieur Ababou, sur, on sait que le veau d'or représente, entre guillemets, Yosef, le shor, le taureau. Quel lien il y a entre le shor, le taureau, Yosef, l'économie égyptienne, et justement le fait que le Erev Rav, avec une partie du Ham Israël, parce que c'est pas tout Ham Israël qui a fauté, a voulu, entre guillemets, se rediriger vers cette économie de Yosef et symbolisée par le taureau et l'économie financière. Bien, d'abord, c'est une très très bonne question. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est en fait, bien sûr, à l'époque, il n'a pas fait l'université, bien entendu, il le savait par intuition, parce qu'il était lié directement à partir de son père Jacob à Dieu directement. C'était un très très grand économiste. Et donc, il avait tout de suite compris quel était le moteur de l'économie égyptienne. Et parce que quand vous lisez le pshat, le littéral de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il n'a pas fait grand-chose, en fait. Un enfant aujourd'hui, un adolescent de la classe de seconde terminale, il peut le dire ce qu'il a fait. Mais la différence, c'est que Joseph était directement lié à la divinité. Il était lié par son père, où il est rentré dans le Pardès. À partir de ce moment, Pardès, ça veut dire dans le pshat, remez, drash et sod en hébreu,
C'est-à-dire que véritablement qu'il était dans le émet avec son père, dans la vérité. Et donc, Yosef avait compris quels étaient les dangers de l'économie égyptienne, ce que tous les professeurs d'université et les prix Nobel qui étaient autour de Pharaon ne pouvaient pas percevoir, parce que Joseph allait dans le émet. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a pris tout simplement, regardez bien, il a pris l'ensemble des systèmes qui vont après perdurer pendant des millénaires. Système féodal, système capitaliste, système socialiste, système communiste, système ultralibéraliste, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il a pris ce qui était le mieux dans ces systèmes, il a enlevé le mal, et ça, les experts de Pharaon ne pouvaient pas le faire, parce qu'eux-mêmes, ils étaient idolâtres. Et à partir de ce moment-là, il a créé une économie avec ce qui avait été de bien dans chacun des systèmes qui, après, vont être repris par le Mashiach ben David, d'ailleurs grâce, entre parenthèses, aux forces de Yosef, qui vont être en lui, n'est-ce pas, par le Yesod. Le Yesod est lié, comme vous dites, au taureau, aux forces du taureau, c'est-à-dire par le travail, n'est-ce pas? Et je reviens un peu à l'économique, au 19e siècle. La valeur fondamentale de l'économie, si vous me dites, monsieur Babou, quelle est la valeur fondamentale de l'économie? Je vous dis, au 19e siècle, comme jusqu'à il y a 40 ans, c'était le travail, le taureau. Le travail était source de richesse, point final. C'était ni la spéculation, ni la création monétaire, ni la finance. On va acheter des produits financiers qu'on va revendre, etc. On va gagner la différence. Tout ça, c'est absolument ignoble parce que ça détruit les équilibres économiques. Encore une fois, on parle de Yosef, vous parlez du taureau. Le taureau est un travailleur, est un fonceur. Et entre parenthèses, vous parlez des juifs, moi je parle des protestants. Les protestants au 19e siècle, au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui sont des très très grands travailleurs parce que la religion protestante prône le travail, comme la religion juive aussi, entre parenthèses. Mais non, comme la Torah. Comme la Torah. La religion juive n'a rien à voir avec la Torah. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Tu travailleras le soir de ton front. Excusez-moi. Bien sûr. Excusez-moi. Mais donc, ce qui est très important de comprendre, et ça c'est fondamental, n'est-ce pas, c'est que les forces de Yosef ont été récupérées par certaines nations, notamment protestantes, et elles ont tout simplement créé à partir de ce moment-là un moteur incroyable de la croissance. La force des protestants, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit surtout en Amérique, est absolument fabuleuse. Je réponds. Il y a un exemple historique. Il y a 50 ans de retard dans la première révolution industrielle en France par rapport à la révolution d'Angleterre. En Angleterre, qui sont des protestants, la révolution a commencé aux environs du 1760. Elle s'est terminée, pour cette époque-là bien entendu, par les filatures et par l'industrie. Pratiquement dans les années 1830, l'Angleterre, on pouvait dire qu'il, pour l'époque, bien entendu pour l'époque, était un pays industrialisé. La France a commencé son industrialisation à peu près dans les années de Napoléon III, 1860. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a 100 ans entre 1760 et 1660. Pourquoi? Parce que la France est un pays catholique. La France est un pays catholique où véritablement le travail n'est pas prôné. Donc on retrouve ça en Amérique, on retrouve ça en Australie, on retrouve ça au Canada, dans les pays protestants, en Europe du Nord, etc., où véritablement le progrès économique, le progrès social vient par le travail de l'homme. Alors, donc on retrouve Eliaou, les forces de Yosef. Le taureau. Alors, je pose cette question sur le rôle des Juifs et de l'économie. Je suis obligé de la poser parce qu'on est sur une chaîne authentique. On sait que c'est des choses qui se disent dans les coulisses depuis très très longtemps, les Juifs et l'argent. Et j'aimerais revenir aussi sur une parole de Rabbi Nachman qui explique dans une de ses Torahs dans l'Écoute Moran, qui explique que l'argent du peuple hébreu a une certaine lumière. Donc, on reviendrait un petit peu à ce que on a expliqué au tout départ, c'est-à-dire que l'argent tel qu'il est aujourd'hui matérialisé dans du papier ou dans de l'or ou dans des diamants, enfin bref, tout ce qui a une valeur aux yeux de l'être humain, vient d'auteurs très très élevés selon Rabbi Nachman, d'une source qui est aussi élevée que l'âme et que la neshama. Mais plus aujourd'hui, excusez-moi, plus aujourd'hui du tout, hein, du tout. L'argent aujourd'hui, surtout l'argent magnétique, et malheureusement on va vers une catastrophe absolue, où tout sera contrôlé par les cartes de crédit, etc. Aujourd'hui, l'argent n'a plus de sens. On n'est plus du tout dans ce système-là. Je voudrais rajouter Excusez-moi, pardon. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la famille Rothschild aujourd'hui, ce ne sont plus des juifs. Pratiquement 99% des enfants
des Rothschild se sont mariés avec des non-juifs, ont mis au monde des enfants non-juifs qui sont aujourd'hui à la tête de la finance rothschildienne, mais ce ne sont pas des juifs. Ce qui veut dire qu'on croit aujourd'hui encore que la famille Rothschild sont des juifs, mais aujourd'hui, 99% de la famille de Rothschild ne sont plus des juifs. Il n'y a plus de juifs dans la famille Rothschild. Vérifiez ce que je dis, vous verrez que j'ai raison. Alors, la question que j'ai, c'est justement par rapport à cette faute du veau d'or, ce lien avec Yosef, et bien sûr qu'il y a des Hébreux qui sont complètement détachés, entre guillemets, de cette faute du veau d'or et qui s'en détachent complètement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une partie qui continuerait secrètement aussi? Il n'y a pas que les Hébreux, mais j'en parle parce que nous sommes Hébreux, à ce que je sache, donc on est peut-être les mieux à même de pouvoir en parler sans nous taxer d'antisémites ni quoi que ce soit, parce qu'on peut en parler directement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des Hébreux qui continueraient à perpétuer, avec le Erev Rav, cette faute du veau d'or? Je m'excuse de revenir sur ce que j'ai déjà dit, Eliaou. Toutes les puissances financières juives, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des introduits à l'intérieur de notre peuple qui font tout pour nous salir et nous détruire de l'intérieur. Et ceci existe depuis des millénaires. Le premier qui a introduit des forces sataniques à l'intérieur du peuple juif, tous nos commentaires le disent, c'était Pharaon. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il a pris entre autres les enfants de Bilham et il les a introduits à l'intérieur du peuple juif en leur donnant l'ordre, détruisez-moi ce peuple de l'intérieur. Et depuis des millénaires, nous sommes introduits par des forces obscures et sataniques dont tout le but est de nous détruire de l'intérieur. Et ce sont des gens à qui on donne un argent énorme de manière à les faire monter très très haut, soit sur le plan politique, soit sur le plan financier. Dans notre gouvernement aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans notre gouvernement aujourd'hui. En particulier, il y a un Russe qui se fait passer pour un Juif, mais en vérité, tout le monde sait qu'il ne l'est pas. Et voilà. Ça veut dire que toutes les forces sataniques veulent détruire notre peuple en introduisant de véritables nazis à l'intérieur de notre peuple qui se font passer pour des juifs dans la finance, dans la politique, mais qui ne sont pas juifs. Ok, non, parce que je prends ces phases-là, parce que bon, il y a eu l'histoire du veau d'or, il y a aussi l'histoire dans la légende chrétienne que Judas aurait vendu Yeshua. Enfin, vous voyez, vous comprenez que tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette clipa qui est sur le peuple. Et ça, c'est les Romains qui l'ont inventé. Bien sûr, peu importe. Les Romains sont les plus grands antisémites qui n'ont jamais existé. Les Romains détestaient les Juifs et ils ont inventé Constantin, ils ont inventé les pires cochonneries possibles et inimaginables. C'est nous qui avons tué Jésus alors que ce sont ces saletés de Romains qui l'ont crucifié. Nous, on n'y est strictement pour rien. On sait que la crucifixion est un supplice romain et ils ont fait croire que c'est nous qui avons tué Jésus. Mais c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, 99% des catholiques continuent à croire que c'est nous qui avons tué Jésus. Ce sont tous des tués. Ça reviendrait à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est faire porter aux Juifs, mais c'est-à-dire qu'il y en a bien qui se prétendent vouloir porter ce rôle, entre guillemets, le fait que vous voyez bien les peintures, même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et c'est ma prochaine question, on voyait donc les Juifs qui contrôlaient l'économie, qui avaient la main sur le monde, cette histoire-là traverse le temps, c'est pour ça que je suis obligé de la poser et que je l'ai amenée de cette manière-là, pour qu'on puisse dérouler. Donc oui, on est infiltré de l'intérieur, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, on est des êtres humains, et il y en a certains qui ont cédé à la tentation de s'agenouiller devant, entre guillemets, de l'argent, au mieux de justement révérer le roi des rois. Et ce qui m'amène à une prochaine question, qui est importante. Est-ce qu'il y a un lien entre la crise avant 1939 et celle à laquelle on assiste aujourd'hui? Là, on peut passer vraiment plusieurs dizaines d'heures là-dessus. Hein. Je sais, mais on va essayer de faire simple en synthétisant. En un mot. La crise de 1939, la crise de 1929, d'accord, et au début a été une crise financière. Une crise financière parce que tout simplement, à la bourse de New York, il y a eu un surenchèrement de cours, notamment des cours de l'automobile à l'époque, l'automobile étant un produit porteur, un produit source de croissance, et il fallait acheter les actions automobiles.
Puis, l'action a tellement monté qu'il a commencé à dégringoler, il y a eu une crise de confiance, et cela s'est de proche en proche, notamment le jeudi noir, et à partir de ce moment-là, cela a entraîné dans l'économie américaine et surtout dans l'économie dite européenne, des répercussions absolument invraisemblables, inimaginables. Je vais vous donner un exemple simple, mais là c'est un peu technique. Les banques, le taux d'intérêt en Amérique ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, inférieurs au taux d'intérêt européen. Les avoirs américains en banque ont été investis notamment en Allemagne. Lorsque la crise financière, pas monétaire, hein, financière au début, cette crise financière s'étant transformée en crise monétaire et économique et budgétaire après, et inflationniste, mais au début c'est une crise financière. Lorsque la crise financière a débuté de plein fouet en Amérique, le fameux, n'est-ce pas, septembre noir, à partir de ce moment-là, il s'est passé un point fondamental, c'est que les banques américaines ont retiré tout de suite les avoirs en banque, notamment allemandes. Les banques allemandes se sont effondrées, le mark s'est effondré, ça a entraîné une inflation qui était déjà, évidemment, présente depuis les années 19, depuis le mouvement spartakiste en Allemagne des années 19-1920, mais à partir de 1929, ça a d'ailleurs amené Hitler au pouvoir, entre parenthèses, et c'est pas la seule raison, mais enfin c'est une raison importante, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les banques allemandes se sont effondrées, parce que les avoirs américains sont retournés aux États-Unis d'Amérique. Et alors, est-ce que ça pourrait, aujourd'hui, ce qu'on est en train d'assister, se passer de la même manière? Non. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que, d'abord, à cette époque-là, on n'était pas dans un système mondialisé. D'accord? Ça touchait quoi? Ça touchait les États-Unis d'Amérique, qui venaient de devenir une puissance, disons, entre parenthèses, universelle, à partir des années 17-18. Donc, c'était encore nouveau. Deuxièmement, et surtout, il y avait encore la maîtrise de l'Angleterre, notamment de la City de Londres, et ça touchait quelques pays européens. La France a été préservée, en bonne partie, d'ailleurs, grâce à Poincaré et à Clémenceau, par ce qu'on appelle le franc or de 1931. La France a été préservée de la grande crise. La grande crise a touché quelques pays. Ça a touché particulièrement les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, moindre, l'Allemagne de plein fouet, pour la raison dont j'ai passé, une des raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, les avoirs américains ont été rapatriés en Amérique, parce qu'en Amérique, on manquait d'offres de monnaie, on manquait de monnaie. Il a fallu rapatrier tout ça. C'était la panique générale. Et certains pays d'Amérique du Sud, comme le Mexique ou surtout le Brésil, ont supporté cette crise-là. Mais aujourd'hui, on parle de l'ensemble de l'économie mondiale, de l'ensemble de l'économie universelle. On parle dans des proportions qui sont absolument incalculables. Ça n'a rien à voir. Justement, excusez-moi de vous couper, M. Ababou. Est-ce que cette crise peut nous faire atteindre une famine et un cataclysme économique? Est-ce qu'on peut atteindre ça ou pas? Écoutez, d'abord, cette crise-là, qui était latente, moi, évidemment, je ne suis pas prophète, mais je peux vous assurer que si vous avez entendu mes cours en France, dans les grandes écoles, à l'École supérieure de commerce de Paris, par exemple, ou à l'École nationale de commerce à Paris, je disais déjà que c'était très grave. Je parle de ça il y a 40 ans. Il y a 40 ans, dans les années 82, 83, 85, la situation était très grave. Mais seulement, elle a été cachée. Comment qu'elle a été cachée? Elle a été cachée par la création monétaire à tire-larigot. Ils ont essayé de financer les déficits de la création monétaire. Aujourd'hui, les déficits sont abyssaux. Je vous dis, je vous donne un exemple. En France, c'est au moins, le déficit, c'est au moins 140% du PIB. C'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant un an et demi, chaque Français est obligé de travailler pendant un an et demi sans toucher un salaire, tous les Français, y compris les firmes multinationales qu'en France et tout ça, pour rembourser la dette. Aujourd'hui, la France a du mal à rembourser ce qu'on appelle le service du service de la dette. Ça veut dire l'intérêt de la dette. Et c'est quand même, le remboursement touche à peu près 25 à 30%, je ne me trompe pas trop, du PIB français. C'est-à-dire que, et ça on ne le dit pas suffisamment en France, la France est un pays extrêmement endetté, c'est pas la seule, chaque Américain est endetté à vie.
Chaque Américain qui naît est endetté à vie. On ne le dit pas, bien entendu, pour ne pas faire peur. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, cette décélération économique, ce qu'on appelait à l'époque ces 30 glorieuses, où il y avait une croissance de à peu près 5 à 6%, ont créé tout simplement un phénomène de concentration, de conurbation de force, de concentration dans la production, dans les producteurs, au détriment des consommateurs. Et à partir de ce moment-là, les prix, on le voit très bien en Israël aujourd'hui, les prix augmentaient sans véritablement avoir de rapport avec la valeur ajoutée créée effectivement. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait un surenchère à la hausse des prix qui a commencé à entraîner des inflations dans les années 60, 70, 80, 90. Après, ça s'est un peu calmé parce qu'il y avait la création monétaire, mais c'était rampant. Aujourd'hui, ça ressort de plus belle. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël dans les années 85, il y avait ici une inflation galopante. On l'a oublié. En Israël, l'augmentation des prix était énorme. Si je n'allais pas acheter un litre d'huile à 10 h du matin, à 4 h de l'après-midi, c'était impossible d'acheter. Impossible. Je parle en Israël en 1985-86. Il a fallu un plan d'austérité du grand économiste qui s'appelait à l'époque Yitzhak Modaï, moi, Baruch Hashem, c'est genre des choses que j'ai connues parce que ma thèse était sur l'inflation à l'époque, une thèse était sur l'inflation, et Yitzhak Modaï a pris les mesures, ce qu'on appelle les mesures d'austérité d'urgence, qui fait que l'inflation a été compressée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune mesure d'austérité d'urgence parce qu'il n'y a plus de contrôle. Déjà, à l'époque, il y avait des contrôles. Justement. Là, on sait qu'on est face à ce que j'appelle un cataclysme économique. On voit tous les mécanismes. Qui n'a pas commencé encore. Et oui, il n'y a pas besoin d'être prophète. C'est qu'on voit les mécanismes de l'histoire. On sait que ça se répète de la même manière à chaque fois et de pire en pire. Alors justement, maintenant, on va basculer. J'aimerais qu'on prenne 10 minutes et après, on va passer aux questions. Comment, de manière, entre guillemets, rapide et générale, on pourrait anticiper cette crise? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir anticiper ce qui va se passer? Bon, écoutez, je veux pas être très pessimiste. Je pense que c'est un peu tard. C'est même très, très, très tard. Je pense que les gouvernements actuels font une course en avant qui est absolument immonde. Je pense que la situation, elle est, disons, au niveau de la production dramatique, parce que le phénomène de désindustrialisation d'un pays comme la France ou l'Italie ou même l'Angleterre n'est pas d'aujourd'hui, il date d'au moins 40 ans. Au moins depuis 40 ans, il y a eu des délocalisations industrielles. D'abord, je prends l'exemple de la France vers les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, puis vers l'Asie. Au début, c'était Taïwan et le Japon. Après, c'est devenu la Chine. C'est-à-dire, véritablement, la France, qui était un pays, certes, de PME, de petites et moyennes entreprises, grâce aux années 30 et aux années 50 d'après-guerre, avec le plan Marshall, il y a eu des grandes entreprises qui ont été créées, notamment le général de Gaulle a nationalisé certaines grandes entreprises de manière à les renforcer et les contrôler. Et donc, ces grandes entreprises aujourd'hui sont en perdition, en fait, parce que tout simplement, leur capacité de production a été délocalisée dans des pays à bas prix, dans des pays à bas salaire, dans des pays à bas coût, ce qui fait que si on revient en France, eh bien, ou bien on descend du coût de production, donc on descend les salaires, on descend le pouvoir d'achat, et à partir de ce moment-là, on va vers la révolution sociale, vers la guerre civile. Ça, on sait que c'est catastrophique. Mais comment on pourrait anticiper? Est-ce que il y a des choses qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour anticiper ce qui va se passer? En tant qu'individu, en tant qu'État. Ça dépend. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Ah, en tant qu'individu? On peut rien faire. En tant qu'individu, écoutez, moi je pense que la situation elle est alarmiste. Je suis pas optimiste sur le court et le moyen terme. Évidemment, l'inflation ne vient pas de la guerre en Ukraine, etc. Ça, c'est de la désinformation, bien entendu. Ça ne vient pas du Covid non plus. C'est de la désinformation. Le chômage ne vient pas aussi du Covid et de la guerre en Ukraine. C'est un chômage qui est endémique, qui est structurel, qui date depuis au moins 40 ans.
plus que ça, même 50 ans. Il s'agit tout simplement d'un chômage qui touche tout simplement le secteur tertiaire, ou le secteur agricole aujourd'hui en France, à part quelques firmes très très puissantes, s'est effondrée. La vie ouvrière en France ou en Israël même, elle s'est effondrée complètement. Regardez les syndicats, on les entend plus. C'est-à-dire que véritablement, tout ce qui fait le tissu social de la France, la classe moyenne a été réduite à sa pension congrue, notamment par la crise du confinement du Covid-19 il y a quelques années, il y a 2-3 ans. C'est-à-dire véritablement qu'en fin de compte, tout porte à croire qu'il y a, encore une fois, on peut me qualifier de complotiste, je m'en fous, j'assume. Mais c'est pas ça le problème. C'est que moi, nous avons tous étudié, j'étais pas le seul venant à Paris, et ici, n'est-ce pas, profondément tous ces mécanismes étaient là sans même qu'on avait conscience du complotisme, qu'il y avait un complot. C'est à la fin que j'ai compris qu'il y avait un plan secret. C'est vraiment à la fin de mon analyse, et je ne suis pas le seul, de 40 ou 50 ans. Mais monsieur Ababou, oui. En tant qu'individu, pour vous, entre guillemets, c'est trop tard. Et en tant qu'État, est-ce qu'il y aurait pour un État ou un pays qui voudrait se protéger de la crise? Aucun État n'acceptera de sortir de la mondialisation. Non, les États sont indépendants, sont complètement dépendants les uns de l'autre. Ils sont tous sous influence. Encore une fois, je répète, General Motors, au niveau du budget général, c'est supérieur au budget général de la France. Alors, de quoi on parle? L'Italie, qu'est-ce que c'est devant une firme mondialiste? Rien du tout. C'est une entreprise. C'est pas plus qu'une entreprise, avec des millions et des millions de personnes, mais pas plus qu'une entreprise. Parce que la création monétaire, la création productive, la productivité, elle nous échappe complètement. Elle est dans la main de quelques-uns qui utilisent a fortiori l'ensemble des technologies de pointe et de super pointe aujourd'hui, high-tech, de manière à dominer. Et donc, aujourd'hui, les États, d'abord, est-ce qu'il y a des États? Mais les États, notamment les États européens ou même l'État chinois, est complètement dépassé par la situation. Bien sûr. Complètement dépassé. Alors, il me reste 2 questions, après on va passer aux questions. Est-ce que c'est clair ou pas? Bien sûr, c'est très clair. C'est très clair. Mais il y a 2 questions que j'aimerais qu'on puisse amener. Cette première question, c'est, il y a une prophétie qui annonçait la disparition de l'argent liquide et justement la monnaie numérique actuelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'avènement du Mashiach, à l'avènement de la délivrance, la monnaie liquide, l'argent liquide va disparaître. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à justement Juste avant la délivrance, c'est ce que dit le Talmud, c'est que l'argent liquide va disparaître entièrement, comme il est dit, jusqu'à ce que disparaisse la pièce de la poche. Pour dire que ça veut nous faire comprendre que l'argent liquide va disparaître, on n'aura plus que des cartes et ils vont nous tenir grâce aux cartes. Et si quelqu'un ne se comporte pas selon le système, on arrêtera sa carte et il mourra de faim. Donc, on va vers une disparition de l'argent qui sera remplacée par les cartes. Bien au contraire, à l'époque du Mashiach, les cartes disparaîtront et l'argent reviendra. Alors justement, ça m'amène à cette dernière question. Après, on va passer aux questions des personnes qui sont avec nous. Quel type, entre guillemets, à quoi ressemblera l'économie après la délivrance? Quel type d'économie serait idéal, en gros, par rapport à ce que vous savez en tant qu'économiste? Quelle économie serait saine? C'est pas difficile, il faut revenir à Yosef Hatzadik. Voilà. Tout simplement. Reprendre d'ailleurs, c'est ce que fera le Mashiach Ben David, certainement. Foutre en l'air toutes les finances. Voilà, non, excusez-moi, pardon. Non, il faut prendre les systèmes, au niveau des systèmes, d'accord? Bien analyser. Et c'est ce que fera le Mashiach Ben David avec ses équipes. Et exactement comme a fait Yosef. Prendre ce qui est le bien dans chaque système, parce que dans chaque système, il y a du bien, mais les forces du mal ont été incorporées, c'est le serpent de l'histoire, n'est-ce pas, pour fausser tout. Donc on a tout pour réussir, on a tout. Le système féodal, par exemple, développer la solidarité, d'accord? Il y avait au système féodal, par exemple, le contrat d'allégeance jurée. Bon, c'est-à-dire que si jamais les paysans risquaient de mourir de faim, ils rentraient chez le seigneur et le seigneur les nourrissait. Bon, il y avait un système de solidarité formidable, donc la solidarité.
il faut évidemment prendre en conscience toutes les lois économiques libérales qui sont fondamentales. La loi du marché, les lois de concurrence pure et parfaite, toutes les lois, n'est-ce pas, de démonopolisation. Personne, il faut la vérité, il faut une économie qui soit capable de donner à chacun, selon sa fonction, les moyens de se développer. Voilà. Alors est-ce qu'on pourrait pas dire que Tout ce qui est... est-ce qu'on pourrait pas dire que l'être humain se cherche depuis l'aube des temps et malheureusement avec ses midotes, c'est-à-dire ses traits de caractère qui n'ont pas été assez affinés, assez travaillés, il a fait de l'abondance, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une abondance réelle. On sait qu'une pomme donne un arbre donne des pommes, et c'est infini. L'abondance est infinie sur cette planète. C'est juste la gestion de l'être humain qui fait qu'il a coupé, entre guillemets, le lien à l'abondance, et on a ce problème, entre guillemets, on a l'impression qu'on va être en manque, alors qu'en fait, il y a tout le temps en abondance depuis toujours. Mais moi, je dirais, pour répondre à ta question, que la différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde de la délivrance, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est je veux le plus d'argent possible. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais ça gonfle mon orgueil. Au moment de la délivrance, l'argent servira tout simplement à vivre. Ça sera un instrument. Voilà. Chacun aura l'argent dont il a besoin pour vivre. Pour vivre d'une manière bonne, mais pas pour avoir des milliards et ne pas savoir quoi en faire, tout simplement pour dire voilà, je suis le roi du monde. Voilà. Alors, chacun aura besoin et aura les moyens de ses besoins. Vous avez compris? Voilà, c'est-à-dire que l'argent sera adapté à la fonction de chacun. Le Mashiach va donner au niveau des nations la fonction, parce que qu'est-ce que c'est qu'Adam Rishon? C'est l'être universel qui se reconstitue avec avec les nations, des nations qui vont avoir des fonctions du foie, du cœur, de la rate, de l'estomac, et chacun, pour être un bon estomac, il faut du sucre, il faut des sucres, il faut des graisses, et donc il y aura, chacun aura selon ses besoins. Et entre parenthèses, c'est ce que disaient les socialistes. À chacun selon ses besoins. Vous comprenez? Mais malheureusement, ils ont oublié Dieu dans l'histoire. Donc il y a un flux d'abondance, parce que si on regarde vraiment comment la Terre est faite, il y a un flux d'abondance complet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'or, on mangera jamais de l'or, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Mais par contre, l'eau se renouvelle avec le système, la météo. Si on savait gérer, entre guillemets, la nature et gérer, entre guillemets, ce qu'on est à l'intérieur de nous, il y aurait un flux de bénédictions pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ça la reconstruction du temple. C'est-à-dire, c'est un kéli qui va permettre à l'humanité de recevoir l'abondance complètement. D'ailleurs, on sait qu'à l'époque du roi Salomon, personne ne mourait de faim. C'est-à-dire, c'était tellement un homme sage et de justesse qui était au pouvoir qu'au final, il y avait une abondance totale. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse passer aux questions-réponses des personnes qui étaient avec nous ce soir. Donc, je pourrais pas tous les prendre. J'essaie d'en prendre quelques-unes qui sont liées justement au thème de ce soir. Donc, première question, Dodette, c'est à quelle époque de l'histoire du monde et dans la Torah on commence à utiliser la monnaie? Bon, déjà, au temps d'Abraham Avinu, on parlait des cycles d'argent, n'est-ce pas? Depuis que, alors, il y a eu 3 phases, si vous voulez. La première phase, c'est la phase du troc. D'accord? C'est l'homme préhistorique d'avant Abraham Avinu. Cette phase-là était extrêmement longue, mais recroquevillée sur elle-même. On avait besoin de peau de mouton, on donnait un peu de viande pour avoir une peau de mouton, etc., etc. Ça a duré, évidemment, au niveau des hommes, quelques milliers d'années. Puis, il y a eu ce qu'on appelle le troc marchandise. C'est-à-dire qu'on a pris une marchandise, par exemple, au sud de la France, du vin ou des olives, et on va reproduire tous les produits par rapport à la valeur de ces olives. Vous voyez comment ça s'est passé? Et ça a duré aussi quelques milliers d'années. Puis, on arrive au temps d'Abraham Avinu, quelques centaines d'années avant, où il y a eu véritablement la monnaie d'argent, le cycle d'argent, puis le cycle d'or. Alors, au début, c'était du bronze, après, c'était de l'argent. Nous sommes à peu près il y a moins 4500 ans, si je peux répondre à ce niveau-là. Et aujourd'hui, bon, on n'est plus du tout dans des rapports monétaires séculaires. Hein. On est dans une autre situation. Alors, deuxième question, est-ce que le fait, l'échappatoire, entre guillemets,
Est-ce que donc seul l'échappatoire, le marché parallèle de citoyen à citoyen, sans utiliser l'argent qui est fictif, est-ce que ce serait une solution? Non, pas aujourd'hui, parce que l'économie est mondialisée et même au temps du Mashiach, ça ne se fera pas comme ça. Parce que Ils font tous des faux billets, de toute voilà, façon. non, bien sûr, non, ça ne se fera pas comme ça. On revient pas à une économie de troc. Parce que tout simplement, l'être humain a évolué. Il a évolué dans sa conscience. Même si le choc va être terrible, mais il n'empêche que l'évolution de la psychosociologie individuelle comme collective fera qu'on a la mémoire collective sera fondée encore sur la monnaie. Maintenant, je pense personnellement, n'est-ce pas, comme au temps de Pharaon, comme au temps de Joseph, il y aura une monnaie qui sera une monnaie fondée sur toujours les métaux précieux, l'or, l'argent, certainement pas sur le high-tech ou sur les bitcoins et tout cela, parce que ça, c'est de la monnaie fictive. La bitcoin, c'est pas une monnaie, ça ne sera jamais une monnaie. Même si on veut nous faire croire le contraire, ça ne sera jamais une monnaie pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucune contrepartie, tout simplement. Donc tout ça, ça va s'effondrer. Et donc, ce qu'il faut, et ça c'est très important, il faut revenir au préliminaire, à la tradition, au temps biblique, mais avec 5000 ans d'avant de vécu, de humanité. Vous comprenez? Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a une norme, il y a la norme de la quantité de billets produits en économie. Quelle est cette norme et sur quels critères? Oui, ça c'est très technique. C'est très technique. Il y a une formule, c'est la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie qui est égale au prix multiplié par le temps. Bon, là, c'est devient un cours assez universitaire, c'est pas le moment. Mais il faut savoir que est-ce qu'il y a une norme de la quantité d'une monnaie? Oui. Oui et oui. Et qui détermine cette quantité de monnaie? C'est tout simplement la banque centrale. La banque centrale, c'est sa fonction. C'est la politique monétaire. Il faut tout simplement créer de la monnaie en fonction des contreparties. Alors, il y a de nombreux... D'ailleurs, si, entre parenthèses, on veut retirer les billets, on veut retirer les chèques, on veut retirer tout ça, le chèque, c'est pas une monnaie, hein. Le chèque, c'est un instrument de paiement, entre parenthèses. Ce qui est la monnaie, entre parenthèses, c'est la monnaie scripturale, ce qui est marqué sur le chèque. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en enlevant la monnaie et le chèque, on rend la monnaie tout simplement incontrôlable. Vous comprenez? Incontrôlable par rapport à nous, mais contrôlable par rapport aux élites. Bien sûr. Tout le problème, c'est que nous, on n'a aucun contrôle sur la monnaie. Je ne peux pas donner au Rav Dinovitz 100 € sans que la Banque centrale américaine le sache. Il saura que M. Babou a donné au Rav Dinovitz 100 € automatiquement, à la seconde. Est-ce que vous savez que lorsqu'on retire 100 shekels ou 100 € dans la banque et dans la boîte automatique, les billets à billets, regardez le processus, je vais très rapidement, hein, regardez le processus qui se passe. Vous retirez vous demandez par exemple 100 €, la banque demande à la Banque de France l'autorisation. La Banque de France demande l'autorisation à Atlanta, aux États-Unis. Cela en dixième de seconde, hein, qui va donc enregistrer que vous avez pris 100 €, qui va autoriser, pour toutes sortes de raisons, la Banque de France a donné l'ordre à la Banque, par exemple de Paris, de vous donner 100 €. Et ça, c'est en un tiers de seconde. Alors imaginez-vous que tout est contrôlé aujourd'hui. Alors si en plus on retire les billets, on retire les chèques, on retire ce qu'on appelle la monnaie liquide, alors on va vers un système monstrueux. Alors monstrueux dans tous les sens. C'est-à-dire que véritablement, on ne pourra même pas respirer. On ne possédera plus rien. Exactement. Y compris son appartement, y compris sa maison. Ce sera tout simplement dramatique et satanique, complètement satanique. En fait, c'est une acquisition totale de tous les biens de l'humanité en numérique. Ils se prennent pour Dieu, tout simplement. Mais tout appartient à Hachem. C'est lui seul, le seul propriétaire de tout. Vous comprenez? C'est pas ces gens-là, ces élites-là, démoniaques, qui veulent tout simplement utiliser à leur propre profit et nous rendre, nous, esclaves. Il faut se rébeller contre ça. Bien sûr. Alors, justement, et c'est tout le combat qu'on est en train de mener dans tous ces domaines, et je sais que vous êtes un acteur depuis longtemps. On a une question de Nathan. Alors, Monsieur Abou, peut-il nous éclairer sur les crypto-monnaies? Est-ce que la technologie de la blockchain peut nous aider à sortir de l'influence des systèmes monétaires centralisés? Écoutez, moi je suis un puriste, moi je suis un traditionnel.
je n'ai pas confiance du tout en ces crypto-monnaies parce que tout simplement, il n'y a pas de contrepartie. On va créer, moi, si vous voulez, je peux créer une monnaie, je peux appeler la Baboux, je peux appeler le Baboux. Voilà, je crée une monnaie ce soir devant vous, le Baboux, et j'en crée 200 000, pas plus. Pas plus, ça veut dire à un niveau. Et j'ai dit, tu sais, hein, si tu achètes des babouks, ça sera très bien. Vous allez récupérer les babouks et vous allez commencer à les vendre, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec la monnaie. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. C'est que de la technologie. C'est tout simplement un instrument perfide qui repose sur des fantasmes. À moins que vraiment tout ce que j'ai appris, alors je dois le remettre à terre, à bas. Non, la monnaie a besoin de contrepartie. Vous travaillez. Vous avez la monnaie qui correspond à ce travail. La valeur ajoutée, c'est la valeur de la richesse. Qu'est-ce que c'est qu'une richesse? C'est la somme des valeurs ajoutées. Point final. Le président Sarkozy avait demandé à des experts économiques à l'époque, une quinzaine d'années, d'essayer de refondre les moyens de calcul du PIB en France. Les experts économiques, dont certains de mes anciens professeurs, ont dit « Monsieur le Président de la République, c'est impossible ». Tout repose sur la valeur ajoutée. Alors, on peut créer, si vous voulez, je peux créer la monnaie d'Innovitz, la monnaie Yahoo Bukhara, aucun problème. Hein. Si vous voulez des monnaies, on peut créer 10 monnaies sur aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir. Au niveau strictement économique, ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Alors, j'ai une question pour le Rav Dinovitch. Est-ce que la monnaie est donc une énergie dont la source proviendrait de la Bina? Alors, je peux répondre que oui. D'abord, il faut savoir que nos maîtres nous disent que le monde a été créé avec la Bina. Ça veut dire que le monde cache en lui ce qu'on appelle le Oraganous, la lumière cachée, qui est la lumière de la Bina. C'est-à-dire qu'en vérité, à l'intérieur de notre monde matériel se cachent des forces surnaturelles qui se dévoileront au moment de la délivrance finale grâce au Mashiach. Et à ce moment-là, on se rendra compte que finalement, notre monde n'est pas du tout un monde naturel, mais un monde surnaturel qui provient de la Bina. D'une certaine manière, l'argent, je parle du véritable argent, je ne parle pas de ce que, bien sûr, M. Ababou a dénoncé, toutes les fausses monnaies aujourd'hui techniques, etc., sur Internet, etc. Mais la véritable monnaie vient aussi de la Bina. Mais qu'est-ce que c'est la Bina? La Bina, en vérité, c'est tout simplement, il y a beaucoup d'explications, mais c'est la justice, c'est le droit et c'est l'honnêteté. La morale. Et la morale. Ce sont différentes explications de la Bina. Ça veut dire qu'au moment de la délivrance, même l'homme qui aura beaucoup d'argent ne mettra pas cet argent de côté. Il en utilisera une partie pour lui, pour sa famille, et une autre partie, il la donnera à ceux qui sont vraiment dans le besoin le plus total. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, les plus grandes sources financières se fichent royalement de ceux qui n'ont pas d'argent. Et ça sera tout le contraire au moment de la délivrance. Ça veut dire que la Bina, de la même manière qu'elle a créé le monde, l'argent deviendra aussi un facteur d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui n'ont vraiment rien et qu'on sait qu'ils n'ont vraiment rien. Alors, chacun qui aura la possibilité de les aider, les aidera. Et ça vient de la Bina. On a une question de Sarah, Shalom à vous tous. Face à ma façon, quel est le message qu'Hachem nous envoie? Alors, j'aimerais juste introduire cette question par le fait que on est quand même, en tant que peuple hébreu, aussi responsable de ce qui se passe au niveau de l'équilibre monétaire dans le monde, parce qu'on sait que quand le peuple hébreu, par exemple, ne respecte pas la Shemitah, ne respecte pas le Shabbat, n'honore pas la Tzedaka, ça crée aussi des famines dans le monde et ça crée un déséquilibre. Donc, quel serait le message que Hachem essaierait de nous envoyer par rapport à cette inflation? Je vais répondre très simplement. Le monde est en train de chuter complètement. Il est en train de tomber dans des forces sataniques inimaginables. Mais nos maîtres disent Yerida Letzomer Aliyah. La chute permet de remonter. Absolument. Et il va y avoir un réveil grâce à cette chute. En vérité, pourquoi Hachem nous fait tomber? Parce qu'il a parfaitement conscience que les hommes ne se réveillent pas.
Aujourd'hui, 99,9% des hommes sont des moutons qui baissent la tête devant le système. Et personne ne va à contre-courant. Personne ne va devenir un anti-système. Et donc, Hachem fait en sorte que nous chutions jusqu'au jour où, quand on va atteindre le fond de toutes ces forces sataniques, il va y avoir un réveil qui va nous pousser à remonter. Et comme le dit le Zohar, le Mashiach va monter une armée énorme. Et ça ne sera pas le Fils de Dieu qui va se battre tout seul contre tous les méchants de ce monde. Il va monter une armée énorme qui se battra contre tous les méchants de ce monde pour créer l'unité, pour créer la purification de ce monde. Et finalement, nous n'aurons après qu'un seul et unique dirigeant, ça sera le maître du monde. Alors, j'ai une question pour M. Ababou. Est-ce que la reine d'Angleterre étant décédée, y aura-t-il un lien entre la finance pour les mois à venir? Est-ce que ça va impacter l'économie mondiale que la couronne d'Angleterre ait changé de main? Écoutez, la situation dans le monde est aujourd'hui tellement grave parce que tout simplement, il y a plus de moyens de contrôle. Contrairement à ce qu'on pense, les États ne contrôlent plus rien. Les mécanismes économiques, monétaires, budgétaires, etc., s'autocontrôlent eux-mêmes et tout simplement, il y a ce qu'on appelle en économie la dynamique, le multiplicateur d'endettement. Plus on s'endette et plus on s'endette, et plus on s'endette, et on a beau réduire la dette, on a atteint aujourd'hui au niveau mondial des milliers de milliards de dettes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rôle. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, entre 1976 et 1996, ça veut dire 200 ans, n'est-ce pas? La dette totale globale des Américains était de 4 milliards de dollars. Seulement 4 milliards de dollars. Entre 1976 et 1986, elle passe de 4 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous n'en parlons pas, c'est des milliers de dollars. C'est-à-dire, de quoi on parle exactement? Est-ce que la couronne britannique a le pouvoir de changer? Non. Parce que tout simplement, on est tous dépassés. Et dans la Maseret Sanhedrin, on parle bien des prix qui vont monter sans contrôle, n'est-ce pas? Il y a déjà plus de 2000 ans, nos maîtres disaient que juste avant la délivrance, tous les prix dans le monde entier vont monter, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord? Et les gens n'auront même plus de quoi manger. C'est ça. Alors, justement, il y a une question de route. Pourquoi à ce jour certains nous conseillent de sortir notre argent de nos banques? Est-ce qu'il serait judicieux de les écouter au regard de ce qui se passe au Liban ou au Oui, je dis oui, d'une manière affirmative, parce que tout simplement, évidemment, il faut être assez clair là-dessus. Les banques vont nous voler notre argent. Il va y avoir ici une crise financière et monétaire très sérieuse. Peut-être après ce qui va se passer en Ukraine ou toute chose. Nous sommes là, si vous voulez, devant un volcan. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut se prémunir? Oui. Moi, je vous conseille de sortir son argent de la banque. D'ailleurs, les banques le savent. Ça va être très difficile parce qu'il y a le contrôle monétaire, il y a le contrôle financier. On ne va pas vouloir se sortir comme ça l'argent, mais si on peut sortir le maximum qu'on puisse selon la loi, il ne s'agit pas de voler, selon la loi, il faut le faire. Oui, et si on peut investir, par exemple, l'or aujourd'hui est très très élevé, si on peut investir dans certaines formes d'immobilier, pourquoi pas. Mais ne pas garder ses liquidités en banque. Bien que je pense qu'ils nous prendront nos appartements. Oui, aussi, de toute façon. Mais je pense qu'Akadosh Baruch Hu ne laissera pas faire, il va intervenir maintenant, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais je pense qu'il faut absolument sortir son argent en termes de liquidité des banques, parce que les banques, pas toutes, évidemment, c'est pas la panique générale, pas toutes, mais beaucoup de banques vont s'effondrer, beaucoup de banques vont faire faillite, et elles vont tout simplement utiliser parce que les liquidités qui sont dans leur compte. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Une des raisons de la crise de 29, c'est que les banques ont tout de suite utilisé les épargnes et les comptes de dépôt. Et il n'y avait pas, d'un seul coup, c'était la panique générale. Il n'y avait plus rien à manger. Beaucoup de gens se sont suicidés. Pourquoi?
Parce que tout simplement, quand vous mettez 100, à l'époque, en 1929, vous mettez $100 en compte, les $100 étaient tout simplement distribués sous forme d'investissement dans le monde entier, notamment en Allemagne à l'époque. Mais depuis 1931, notamment en France, il y a une obligation d'avoir ce qu'on appelle un dépôt obligatoire. Le coefficient de dépôt obligatoire des banques, c'est à peu près, bon, ça change tous les ans, pour ne pas dire toutes les minutes, mais c'est à peu près 10 à 20%. C'est-à-dire que si vous mettez 100 shekels, vous mettez 100 euros à la banque, il y a 80% qui sont automatiquement, mais dans la seconde, utilisés dans le marché financier. Ça veut dire qu'il n'existe plus par rapport à votre compte, mais vous avez quand même 20 euros qui restent. Théoriquement. Alors, les premiers, s'il y a la panique générale, les premiers vont avoir leur argent, mais très vite, ils vont fermer. Et vous savez quelle est la loi? C'est de mettre les chars, l'armée, devant les banques. Point. On ferme tout. C'est terminé. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Où sont les liquidités? Ils sont dans les produits financiers. Mais si les produits financiers s'effondrent à la bourse, eh bien, c'est fini, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Donc, si on peut retirer les avoirs liquides en banque, notamment les caisses d'épargne, etc., si on peut le faire en suivant la loi, bien entendu, en étant moral, oui. Ok, donc le conseil, ça serait de retirer, entre guillemets, son argent des banques, pas trop laisser traîner, et investir, entre guillemets, dans des biens immobiliers qui permettraient d'avoir du concret. Parce que là, on est sur Internet, ça dépend des pays. Il y a des pays où l'immobilier est plus rentable que l'or. Il faut savoir, il faut voir des analystes financiers, etc., spécialisés, moraux, parce qu'il y en a pas, ça existe, suffisamment moraux pour vous dire il faut faire ça et ça et ça. Mais okay. moi, je dis sortir son argent de la banque le maximum au niveau liquide et l'investir dans l'immobilier. Ok, de toute façon, c'est pas le dernier live qu'on fait ensemble, M. Ababou. On va après pouvoir détailler dans plein de domaines différents. J'ai une dernière question que je vais mettre en ligne, c'est pourquoi ça s'appelle Fight and Unite? Parce que justement, on est dans une époque très spéciale. Il y a un combat à mener. Il y a aussi un combat d'idées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi recevoir des invités avec qui on ne sera pas forcément d'accord. Mais face à ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve une unité commune parce que sinon, on va passer tous au rouleau compresseur. Et la seule façon, entre guillemets, de pouvoir vaincre, entre guillemets, la bête qui est en train de se préparer, c'est que l'humanité s'unisse. Parce qu'on sait très bien que même quand le Ham Israël faisait de l'idolâtrie, le fait qu'il soit uni nous permettait, entre guillemets, d'avoir la bénédiction d'Hachem. Et donc, c'est la même chose pour l'humanité. À partir du moment où l'humanité va s'unir, on va se rendre compte qu'au final, ce qui est en face de nous n'est pas si grand que ça. Et on va réussir à trouver des solutions. Mais avant, il va falloir combattre des combats d'idées, des combats réels, des combats de prise de conscience, des combats contre soi-même, des combats contre son mauvais penchant. Et à l'issue de tout ça, on va pouvoir, entre guillemets, trouver déjà l'unité intérieure et l'unité extérieure. Voilà pourquoi. Il faut être optimiste. Attention, je veux finir sur une note optimiste. Nous allons passer un mauvais moment, c'est certain, mais après ça, ça va être l'apothéose. Que ce soit clair. Pour les Sfaradim. Donc, en tout cas, merci énormément, Monsieur Ababou, de nous avoir éclairé. On pourrait rester des heures et on va faire d'autres lives pour pouvoir préciser dans certains domaines. Parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est large, ça demande de la précision, mais ça permet de comprendre aussi où on en est. Je vous conseille vivement les livres de Monsieur Ababou, Au-delà de la nuit. J'ai mis les liens en dessous. Allez directement sur tsuri.com, écrit en minuscule, et vous pourrez trouver donc les livres de Monsieur Ababou qui a quand même un bagage sérieux, qui était à côté de certains chefs d'État, conseillers. C'est quelqu'un qui a un bagage, qui sait de quoi il parle. Et bon, son message est quand même alarmant et réaliste. Il n'est pas négatif, il est réaliste. On sait que tout ça amène l'avènement de la délivrance. Donc, on est obligé, entre guillemets, de passer par là pour pouvoir vivre ce qui va se vivre après. Donc, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Ababou. Merci beaucoup, Ravdinovitch, pour votre échange. Je voulais juste préciser que j'ai vu que Abou Denner est là. Et je lui demande de m'envoyer un
un WhatsApp pour le prochain Zoom que nous ferons ensemble. Voilà. Exactement. Donc on a bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Non, pas la semaine prochaine parce que c'est une semaine de fête, mais Exactement. d'ici une quinzaine de jours. D'ici une D'accord. quinzaine de jours, on aura la présence du Rav Pinchas, qui est congolais, qui est à Jérusalem ici, qui donne des cours, qui renforce entre guillemets les Juifs africains et qui renforce aussi l'Afrique. Et donc on va avoir un live très bientôt avec lui sur l'économie africaine, sur l'épuisement des ressources de l'Afrique aujourd'hui et le fait que si l'Afrique relève la tête, Elle relèvera la tête. relève la tête et prend le contrôle de ses ressources et redevient indépendant, l'Afrique amorcera également l'arrivée de la Géoula. C'est pour ça qu'elle a été prise en otage depuis tout le temps comme Israël. Et quand ces deux forces vont se réveiller et vont s'unir, on va pouvoir activer petit à petit la délivrance. Donc soyez présents dans 15 jours, on va avoir un live qui va être extrêmement intéressant. Merci beaucoup à tous, merci pour votre présence, d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a parlé. Il faut rester toujours positif, même si on est réaliste. On sait qu'à la fin, celui qui aura le dernier mot, c'est le roi des rois. Et nous, on essaye d'être ses associés, on le fait comme on peut. Merci à vous. Pour le bien. Tout est pour le bien. À Kol les Torah, tout est pour le bien, mais il va falloir s'armer et se préparer le temps que l'ouragan passe. À très bientôt, merci à tous. Et merci, à bientôt. Au revoir. Merci Eliaou, au revoir.